Voici 5 fois où Homer Simpson a été un génie. Simpson et Delilah. L'épisode commence quand la famille Simpson est réunie dans le salon pour regarder une émission de questions-réponses à la télévision. L'émission annonce alors une pause pour laisser place à une publicité. C'est cette publicité qui va bouleverser la vie d'Homer. On y voit un homme vanter les mérites d'un produit miracle appelé Dimoxynil, censé favoriser la repousse des cheveux. Homer, complètement absorbé, se jette devant l'écran. La promesse d'une chevelure abondante éveille en lui une lueur d'espoir. La publicité précise qu'il suffit d'envoyer 5 $ pour obtenir de la documentation. Homer est fasciné par la perspective de retrouver des cheveux, comme n'importe qui. Plus tard, dans la salle de bain, Homer s'observe dans le miroir. Il ouvre son armoire à pharmacie remplie de produits capillaires sans effet et les jette à la poubelle. Marge tente de le rassurer en affirmant que certaines femmes trouvent les chauves virils. Mais Homer n'est pas convaincu. Il est persuadé que Dimoxynil est une révolution et non une arnaque comme les autres. Homer se rend alors dans une clinique du cheveu située dans un centre commercial. Le docteur sur place lui présente le pack complet du traitement Dimoxynil. Lotion, chevilières anti-gravité, vibromasseur pour le cuir chevelu et un t-shirt I Love Dimoxynil. Mais le prix, 1000 $, est bien au-delà de ce qu'Homer peut se permettre. Devant son désespoir, le docteur lui propose une alternative, moins onéreuse mais sans garantie. Homer quitte la clinique, effondré par ce qu'il considère être une arnaque contre les pauvres. De retour à la centrale nucléaire, dans la cafétéria, Homer se confie à Carl et Lenny. Il leur raconte comment il a refusé l'offre du médecin. Il se plaint également de la portion ridicule de sauce tartare qu'il a reçue avec son poisson pané. Carl lui reproche de pleurnicher. Homer affirme qu'il ne serait pas traité de la sorte s'il avait des cheveux. Lenny lui suggère une idée, faire passer l'achat du Dimoxynil en dépenses médicales à faire couvrir par l'assurance de la boîte. Homer, d'abord réticent, est convaincu par les arguments de ses amis. Il retourne à la clinique et demande si le traitement peut être pris en charge par l'assurance. Le docteur, après avoir élevé la musique pour brouiller les éventuelles écoutes, lui donne rendez-vous dans un parc. Plus tard, dans une impasse, emmitouflé dans un long manteau noir, le docteur remet le Dimoxynil à Homer en échange des documents d'assurance. De retour chez lui, Homer entame le traitement avec zèle. Dans la salle de bain, il applique la lotion sur son crâne, enfile les chevilières et utilise le vibromasseur. Le soir venu, dans sa chambre, il s'agenouille pour une prière. Il demande à Dieu, en toute humilité, de lui rendre ses cheveux. Le lendemain matin, Homer se réveille. En se rendant dans la salle de bain, il enlève son bonnet et découvre avec stupeur qu'une chevelure abondante a poussé jusqu'à ses épaules. Fou de joie, il hurle qu'il a des cheveux. Il court dans la chambre, réveille Marge, sort dans la rue et crie sa joie à Springfield. Il salue les voisins, les passants, les gens dans un cimetière, tout le monde. Il se rend même chez Moe pour partager la nouvelle. Puis, il croise un autre homme dans la rue, également utilisateur de Dimoxynil. Ils dansent ensemble dans la rue, fous de bonheur. Un arc-en-ciel apparaît alors que Homer revient à la maison. Toute la famille l'accueille, ébahie par sa transformation. Bart, Lisa, Maggie, le chat et le chien se roulent joyeusement dans l'herbe. Toujours en pyjama, Homer se rend dans un salon de coiffure. Le coiffeur, surpris de le revoir après 20 ans, le félicite de ses nouveaux cheveux. Homer commande sa coupe habituelle, comme au bon vieux temps. Le soir, chez les Simpson, Marge discute avec ses sœurs. Elle confie que depuis sa métamorphose, Homer est plus heureux, plus affectueux et même plus espiègle. Homer arrive, énergique et séduisant, embrassant Marge malgré la présence de Patty et Selma. Ces dernières sont choquées par le changement d'attitude et d'apparence d'Homer. À la centrale, lors d'une pause café, Carl et Lenny remarquent un changement chez Homer. Ils se demandent s'il a perdu du poids ou changé de cravate. Pendant ce temps, Burns et Smithers observent leurs employés via les caméras de surveillance. Burns se lamente de n'avoir que des incapables sous ses ordres. Mais lorsqu'il voit Homer, il est impressionné par son apparence dynamique. Il ordonne aussitôt sa promotion. Smithers annonce alors par haut-parleur à Homer qu'il est promu cadre et l'invite à rejoindre le bureau 503. Dans son nouveau bureau, Homer reçoit des candidates pour le poste de secrétaire. L'une d'elles lui fait des avances, qu'il refuse. Marge l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Arrive alors Carl, un candidat soigné et respectueux, que Marge trouve parfait. Homer l'engage aussitôt. Smithers entre ensuite pour annoncer à Homer qu'il assistera à une réunion du conseil et qu'il devra garder le silence. Carl, resté seul avec Homer, le secoue verbalement. Il lui dit qu'il ne mérite rien s'il ne s'affirme pas. Il pousse Homer à se convaincre qu'il mérite sa réussite. Homer, galvanisé, hurle qu'il est le plus grand miracle de la nature. Carl lui demande 6 semaines de congé et des notes de frais. Homer accepte et ils partent faire du shopping. Ils se rendent dans une boutique spécialisée où Carl lui interdit d'acheter des costumes soldés. Il fait mesurer Homer pour un vrai costume sur mesure. Le tailleur note ses mensurations, tandis que Carl lui dit qu'un costume doit affirmer sa valeur et inspirer l'amour. De retour à la maison, Marge prépare le repas. Les enfants remarquent que leurs parents ont été affectueux. Homer arrive, élégant dans son nouveau costume, il découvre que c'est leur anniversaire de mariage, chose qu'il avait oubliée. À la porte,
un chanteur apparaît avec des fleurs pour Marge, envoyées par Carl. Marge est émue. Homer, au téléphone avec Carl, le remercie. Le jour suivant, lors de la réunion avec les cadres, Burns sollicite Homer pour améliorer la productivité. Homer évoque le manque de sauce tartare qui accompagne le poisson pané de la cantine, provoquant l'agacement de Smithers. Mais Burns, touché par la pertinence de l'idée, ordonne qu'on en fournisse en quantité. Homer distribue alors de la sauce tartare à la cafétéria, photographiée par la presse interne. Dans son bureau, Burns félicite Homer pour ses réformes. Smithers, jaloux, tente de le discréditer en révélant que les chiffres positifs correspondent en fait à l'absence d'Homer le mois précédent. Burns, imperturbable, estime qu'il est temps d'honorer Homer d'un privilège, la clé des toilettes des cadres. Carl accompagne Homer dans ce temple du luxe. Smithers est furieux. Burns, en sortant des toilettes, demande à Homer de lui tendre une serviette, ignorant volontairement Smithers. Smithers, humilié, décide de se venger. Il infiltre de nuit le bureau du personnel, découvre le dossier d'Homer et trouve la preuve de l'escroquerie à l'assurance. Chez les Simpson, la famille vit dans le luxe. Marge masse le crâne d'Homer avec la lotion, tandis que Lisa se plaint d'un manque de stabilité. Homer ignore les avertissements de Marge sur les dépenses excessives. Smithers informe Burns de l'escroquerie. Furieux, Burns ordonne qu'Homer soit licencié. Smithers se rend au bureau d'Homer pour l'annoncer, mais Carl s'accuse à sa place. Il sort 1000 $ de sa poche et se sacrifie, affirmant avoir agi par choix personnel. Homer, bouleversé, le raccompagne à la porte. Sous la pluie, Carl lui tend son parapluie en guise d'adieu. Dans sa voiture, Homer essaie de se convaincre que tout n'est pas perdu puisqu'il lui reste ses cheveux. Mais de retour à la maison, Bart, intrigué par le produit, tente d'en appliquer sur son visage pour se faire pousser une barbe. Il fait tomber la bouteille qui se vide. Homer entre, furieux, et étrangle Bart en le traitant de ruineur de famille. Il s'effondre dans la chambre et pleure. Marge lui suggère d'aller à la pharmacie, mais Homer n'a plus d'argent. Il supplie Marge d'avoir mis de l'argent de côté, fouille dans ses cheveux et se lamente. Le lendemain, Homer est chauve à nouveau. Il est désespéré, prêt à tout abandonner. Mais sur son bureau l'attend une lettre de Carl contenant le discours pour sa réunion. Carl apparaît en personne, l'encourage une dernière fois et l'embrasse sur la bouche en guise d'adieu. Homer entre en scène. Il brûle un billet pour illustrer le gaspillage de la centrale. La salle se vide. Burns, dans son bureau, est prêt à le renvoyer. Mais en voyant Homer sans cheveux, il se remémore sa propre jeunesse. Il décide de redonner à Homer son ancien poste. Le soir, Homer se sent inutile. Il confie à Marge qu'il se sent laid et qu'il a ruiné leur avenir. Marge le rassure, le prend dans ses bras et lui chante « Je t'aime comme au premier jour ». Homer et Marge s'embrassent tendrement. Le blues d'Apu. L'épisode commence quand Apu travaille à la caisse du mini-marché face à une file de clients visiblement agacés par ses prix absurdes. Un client demande un timbre à 23 cents, Apu lui réclame 5,80 $. Un autre demande 2 $ d'essence, il lui annonce 4,20 $. Devant tant d'abus, les clients se révoltent. L'un jette un paquet de friandises à terre. Apu ramasse calmement le produit et vante la robustesse d'un nougat choc. Il sent alors une odeur étrange, découvre du jambon périmé depuis février 1989, raye la date et le place en promotion. Il se dit qu'il pousse un peu loin cette fois et qu'aucun client ne voudra de cette viande. C'est à ce moment-là qu'Homer entre et, enthousiasmé par la promotion, mange immédiatement une tranche de ce jambon avarié. Plus tard, Homer est affalé sur le canapé, continuant de manger le reste du jambon malgré son malaise. Il se plaint d'avoir l'estomac barbouillé et les intestins en furie, mais ne s'arrête pas. Une ambulance finit par l'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, le docteur Hibbert explique à Homer que son malaise est dû soit à de la viande avariée, soit à une malédiction vaudou, ce qu'il trouve particulièrement amusant. Pendant ce temps, Patty et Selma manipulent une poupée vaudou à l'effigie d'Homer, enfonçant des aiguilles dans ses yeux. Homer retourne furieux au mini-marché pour confronter Apu. Il l'accuse de lui avoir vendu de la mauvaise viande. Apu s'excuse et tente de se racheter en lui offrant un seau de crevettes congelées. Homer remarque qu'elles ne sont pas congelées, Apu ajoute alors un deuxième seau pour compenser. Résultat, nouveau voyage à l'hôpital. Plus tard, de retour chez lui, Homer regarde la télévision avec Lisa. Homer, toujours affaibli, se plaint d'avoir été empoisonné. Lisa l'encourage à dénoncer le mini-marché via le numéro affiché à l'écran. Homer trouve cela inutile, préférant se concentrer sur les aboiements du chien. Néanmoins, il finit par se rendre au bureau de Channel 6. Kent Brockman lui propose d'espionner Apu pour obtenir des preuves. Homer refuse d'abord de porter un micro, mais accepte volontiers de porter une caméra cachée, surtout si elle est dissimulée dans un chapeau. Le jour suivant, devant le mini-marché, le van de Channel 6 est garé. On donne à Homer un gigantesque chapeau contenant la caméra miniature. Kent lui rappelle qu'il a 10 minutes, au-delà desquelles il risque de graves douleurs cervicales, comme en témoigne un assistant au cou déformé. Homer entre difficilement dans le magasin, le cou fléchi par le poids du chapeau. Il tente d'agir naturellement, mais la caméra émet un bruit étrange. Apu, suspicieux, suppose qu'une abeille est coincée dans le chapeau. Homer panique, enlève le chapeau et l'écrase.
De retour dans le van, Kent est furieux. Le chapeau faisait partie de l'émission depuis 20 ans. Cependant, la caméra fonctionne toujours et envoie encore des images. Sur l'écran, on voit Apu réapprovisionner les hot dogs. L'un d'eux tombe à terre, se couvre de saleté. Apu le ramasse, souffle dessus et le remet sur le présentoir, déclarant que personne ne le saura. Il plaisante même en disant que ce n'est pas un vieux chapeau qui le dénoncera. À ce moment précis, Homer entre dans le champ de la caméra et demande un hot dog. Toute la famille Simpson regarde ensuite l'émission de Kent Brockman dans le salon. On y voit Apu, interrogé à l'écran, transpirant sous la pression des questions de Kent. Il s'en mêle les pinceaux entre non, oui et autres balbutiements peu convaincants. Suite à cette diffusion catastrophique, 3 inspecteurs entrent. Ils expliquent à Apu qu'il a terni l'image de la chaîne de mini-marché. Bien qu'il ait simplement suivi la procédure normale, la politique de l'entreprise exige de faire porter le chapeau à un bouc émissaire. Apu est immédiatement déchu de ses titres. On lui retire son badge, son droit de vanter les cornichons, puis ses étiqueteurs, qu'il remet comme s'il s'agissait d'armes. Désespéré, il tente de se suicider en mangeant un hot dog, mais l'inspecteur l'en empêche. Apu erre ensuite dans la ville. Il contemple un ruisseau depuis un pont, dont le bruit lui semble moqueur. Sous le pont, 2 clochards rient en se chatouillant avec des plumes. Apu continue sa marche et observe des singes qui ricanent dans une vitrine. Il passe devant la maison des Simpson, alors qu'un orage éclate. À travers la fenêtre, il aperçoit Homer, hilar devant un sketch télé. Apu décide qu'il est temps d'affronter Homer. Il frappe à la porte, bras ouverts, ce qui fait paniquer Homer. Il le supplie de ne pas le tuer et prétend ne pas avoir su qu'il y avait une caméra dans le chapeau. Mais Apu l'interrompt, lui expliquant qu'il est venu s'excuser. Selon lui, la responsabilité est la sienne. Il propose de rembourser sa dette en se mettant à son service. Dès lors, Apu s'installe chez les Simpson. Il nettoie leur pelouse, au grand agacement d'Homer, qui voit son territoire envahi. Marge lui suggère de le laisser faire, s'il tient tant à se faire pardonner. Apu cuisine ensuite pour la famille. Lisa, Marge et Bart trouvent le repas très épicé, mais Homer est ravi. Il est fasciné par l'usage d'une serviette, qu'il semble découvrir. Pendant ce temps, l'inspecteur du mini-marché cherche un remplaçant pour Apu. Barney postule, invoquant son amour des gens et le besoin d'un lieu à l'abri du soleil. Mais un autre candidat inattendu se présente, James Woods. Il explique qu'il prépare un rôle pour un film et veut s'immerger dans l'univers du mini-marché. Malgré ses qualifications d'acteur, il est immédiatement engagé. Chez les Simpson, Apu devient omniprésent. Il observe Homer sous la douche, lui tend sa serviette, range les conserves en pyramide, apprend à Lisa un instrument traditionnel et enseigne à Bart comment faire passer ses pieds derrière la tête. Il refuse cependant d'accompagner Marge au mini-marché, le lieu étant pour lui un théâtre de sa déculottée spirituelle. Ils vont alors au Monstromarché, immense surface où tout est vendu en quantité industrielle. Au Monstromarché, Apu se montre stratège dans le choix de la caisse. Il évite Abraham, trop bavard, et choisit une file de célibataires, rapide et efficace. Marge est impressionnée. Pendant ce temps, James Woods officie au mini-marché. Il tente de jouer son rôle de caissier avec réalisme, mais un client le critique. Il manque de naturel. Woods tente de rejouer la scène en improvisant, attrapant même Jimbo par le col, dépassé par son propre jeu d'acteur. Le soir venu, les Simpson partagent un repas avec Apu. Chacun vante ses qualités. Lisa dit qu'il fait partie de la famille. Apu, touché, se lance dans une chanson émotive où il décrit chaque membre de la famille avec affection, tout en tournant le dos à son ancien emploi au mini-marché. Tous chantent avec lui dans une ambiance festive. Mais lorsqu'on le retrouve seul sur le toit, Apu chante tristement que malgré les apparences, le mini-marché lui manque. Apu admet que son ancien travail lui manque profondément. Lisa lui demande s'il peut faire quelque chose pour le récupérer. Apu explique que cela nécessite de plaider sa cause au siège en Inde. Homer insiste pour l'accompagner, se sentant responsable de son licenciement. Malgré la distance, il accepte. Le duo prend l'avion après une courte mise en scène à dos d'âne. Pendant le trajet, Homer demande sans cesse s'ils sont arrivés en Inde. Une fois sur place, ils voyagent en train, puis gravissent une montagne jusqu'au tout premier mini-marché du monde. Apu y rencontre le sage PDG de la chaîne, qui lui accorde 3 questions. Malheureusement, Homer gaspille les 2 premières à confirmer son identité. Le maître remercie alors les visiteurs et les renvoie sans autre forme de procès. Sur le chemin du retour, Apu étrangle brièvement Homer sous le coup de la frustration, mais les deux se réconcilient. De retour à Springfield, Apu retourne au mini-marché. Il retrouve ses vieilles machines et sa liste rouge. James Woods, admiratif, le reconnaît comme une légende. Mais alors qu'ils discutent, un braqueur fait irruption. James Woods est menacé. Apu se jette sur lui pour le sauver et prend la balle à sa place. À l'hôpital, le docteur Ebert explique qu'Apu a survécu car la balle a rebondi sur une autre, logée dans son corps depuis une attaque antérieure. James Woods, reconnaissant, lui rend son travail. Il annonce ensuite qu'il doit partir combattre des aliens sur une autre planète, sous-entendant qu'il s'agit encore d'un rôle. L'épisode se termine quand les Simpsons font un câlin collectif à Apu, et Homer, trouvant qu'il reste un peu de temps, en propose un deuxième. 2 mauvais voisins. L'épisode commence quand Homer, affalé dans son canapé, regarde sans grand enthousiasme la télévision un samedi après-midi. Il tombe sur une émission consacrée à un concours national de châteaux de sable.
S'il semble d'abord ennuyé, il devient de plus en plus captivé à mesure que l'émission met en scène des filles en bikini, des buggy et des surfeurs cracheurs de feu. Pourtant, il finit par bâiller, éteindre la télé et se plaindre à Marge qu'il s'ennuie. Marge lui propose de distribuer des prospectus pour la brocante du quartier, ce qu'il accepte à contre-cœur. Il entraîne Bart avec lui pour faire le tour du voisinage. Homer et Bart parcourent la rue Evergreen Terrace en distribuant les prospectus. Homer fait une remarque ironique sur la classe du quartier tout en jetant une canette de bière vide par terre. En marchant, il remarque une maison immense juste en face de chez eux que Homer affirme ne jamais avoir vue, ce qui surprend Bart puisqu'elle est littéralement de l'autre côté de la rue. Homer s'énerve tout seul contre l'acheteur potentiel imaginaire de la maison, l'accusant d'être snob. La brocante commence dans une ambiance festive. Les voisins se réunissent, Ned Flanders joue le présentateur au micro et chaque habitant tente de vendre ses vieux objets. Marge essaie de vendre un porte-cravate électrique à Seymour Skinner qui critique son bruit et finit par l'acheter sans moteur. Homer, lui, tente de vendre un vieux t-shirt avec la tête d'un ayatollah dessus et une veste bleue disco marquée Disco Stew qu'il avait décoré lui-même. En prenant le micro à Ned, il se donne en spectacle, transformant sa table de vente en un véritable show à la fois comique et commercial. Il réussit à enthousiasmer la foule, vend plusieurs objets et s'autoproclame roi du quartier. Mais l'attention se détourne brusquement de lui quand une série de camions de déménagement s'arrête devant l'immense maison à vendre. Tous les habitants se précipitent pour voir de qui il s'agit. Homer essaie désespérément de ramener l'attention sur lui, sans succès. La personne mystérieuse se révèle être George Bush, ancien président des États-Unis. Toute la foule est bouche bée, puis applaudit timidement en réalisant qui il est. Homer, vexé d'être éclipsé, est délaissé alors que tout le monde se concentre sur l'arrivée de ce nouveau voisin célèbre. Par la suite, Homer espionne Bush par la fenêtre avec Bart. Tandis que Bart est impressionné d'avoir un ancien président juste en face de chez eux, Homer, lui, ne cache pas son ressentiment. Il le voit comme un rival, un envahisseur qui lui vole la vedette et le statut informel qu'il avait dans le quartier. Lisa souligne que George Bush est domicilié dans 9 États, y compris le leur, ce qui ne calme pas Homer. Marge lui rappelle qu'il ne vote jamais de toute façon. Pendant ce temps, Ned Flanders et sa famille rendent une visite de courtoisie au Bush. L'accueil est chaleureux et plein de jeux de mots polis entre George et Ned. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce que les enfants Flanders évoquent un garçon très méchant dans le voisinage, faisant allusion à Bart. Justement, celui-ci passe lentement en skateboard devant la maison, fixant George Bush du regard. Le lendemain, George Bush fait son jogging matinal accompagné de quelques habitants. En passant devant la maison des Simpsons, il ignore Homer, qui l'observe depuis son hamac. Homer peste contre ceux qui font de la lèche à Bush, même son propre chien Petit Papa Noël abandonne Homer pour suivre le cortège. Plus tard, Bart s'invite chez les Bush pour saluer George. Il entre dans le salon sans gêne, touche à un batteur de cartes électriques, faisant voler les cartes spéciales de Bush. Ce dernier est visiblement énervé, même si Barbara Bush tente de le calmer. Elle propose à George de montrer ses albums photos à Bart. George, peu enthousiaste, s'exécute. Bart enchaîne les questions absurdes et moqueuses sur les photos, exaspérant George. L'appel persistant de Bart à le tutoyer ou l'appeler par son prénom agace fortement l'ancien président. Lorsque Bart s'en va, George bouillonne de colère. Un peu plus tard, Bart revient encore, cette fois sous la recommandation involontaire de Barbara qui l'encourage à réveiller George, censé travailler sur ses mémoires. Bart se précipite alors dans la chambre des Bush et réveille violemment George à coups de corne des Alpes. Furieux, George explose. Mais Bart continue de fouiner dans la maison, s'attaque à la cuisine, cherche des bonbons, boit le café de George et s'amuse avec sa machine à écrire. Lorsqu'il tire sur un levier d'un moteur expérimental, celui-ci devient fou et déchiquette accidentellement tous les mémoires fraîchement écrits de George Bush. Fou de rage, George attrape Bart, le met sur ses genoux et lui donne 2 fessées. Bart, choqué, rentre chez lui raconter ce qui s'est passé. Apprenant cela, Homer entre dans une colère noire. Pour lui, c'est une déclaration de guerre. Il tente d'aller confronter George Bush devant sa maison, mais les gardes du corps l'en empêchent. Quand George finit par le recevoir, les deux hommes s'échangent des insultes sans jamais en venir aux mains, se promettant mutuellement des problèmes. La guerre froide de voisinage vient de commencer. La nuit suivante, Homer et Bart mettent leur plan de vengeance en œuvre. Ils installent une rangée de pétards pointés vers la maison de George Bush, espérant le toucher pendant ses exercices matinaux. Mais George, décidément rancunier, riposte en accrochant une banderole sur sa maison, représentant des caricatures grotesques d'Homer et Bart, les désignant comme les ennemis publics numéro 1. Le conflit dégénère encore. Homer, avec l'aide de Bart, joue un tour à George Bush en le piégeant avec des cartons et de la colle pour lui coller une perruque de clown multicolore sur la tête. Cette farce humiliante le suit jusqu'à son discours au Club des Élans, où ses cheveux ridicules détournent complètement l'attention du public. Furieux, George prend sa voiture et fait des cercles dans la pelouse des Simpsons, détruisant tout sur son passage. Marge pense naïvement qu'il s'est perdu, mais Homer comprend que c'est une nouvelle attaque. Il décide donc de contre-attaquer directement chez George, cette fois-ci en passant par les égouts. Lui et Bart se faufilent sous la maison des Bush avec une boîte remplie de sauterelles. Mais George, les ayant vus, les prend par surprise, et s'ensuit une bagarre physique dans les égouts. Homer et George se battent férocement. Après une série de prises,
chute dans la boue et insulte. George essaie même d'étrangler Homer avec un gadget d'espionnage de la CIA. C'est à ce moment que Bart lâche les sauterelles sur George pour sauver son père. La bataille sort des égouts au moment où Mikhail Gorbatchev, ancien dirigeant de l'URSS, arrive pour une visite de courtoisie avec un cadeau à la main. Il découvre George Bush en train d'étrangler Homer. La situation devient diplomatiquement catastrophique. Barbara Bush, excédée, force son mari à présenter des excuses officielles à Homer devant tout le monde. George, humilié, s'exécute à contre-cœur. Dans la dernière scène, les Bush quittent le quartier en voiture, affirmant que cette rue fait ressortir le pire chez George. Marge tente de rester polie, tandis qu'un nouveau propriétaire emménage dans la grande maison. Il s'agit de Gerald Ford, un autre ancien président américain, mais bien plus amical et jovial. Il propose tout de suite à Homer de venir chez lui pour regarder le football en mangeant des tortillas et en buvant de la bière. Enthousiasmé, Homer accepte et les deux hommes s'avancent vers leur nouvelle amitié, jusqu'à ce qu'ils trébuchent ensemble et s'exclament à l'unisson « Do !» Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Le cerveau. L'épisode commence quand la famille Simpson se rend au festival déjanté du film d'animation, un événement haut en couleurs où tous les types de dessins animés sont représentés. Homer est tout excité. Il adore les dessins animés, les préférant à n'importe quoi d'autre. Marge constate qu'il y a des films d'animation partout cette année encore. Bart tombe sous le charme d'un Jap animé, mettant en scène un combat entre un robot loup et une héroïne nommée Tempura. Enthousiasmé par le spectacle, Bart souligne que la logique n'a pas sa place dans les cartoons, ce que valide un mystérieux personnage surgissant au-dessus de Lisa. Dans un autre coin du festival, Rod et Todd, accompagnés de leur père Ned Flanders, assistent à un dessin animé en pâte à modeler présenté comme religieux. Contre toute attente, l'animation met en scène une bombe destinée aux défenseurs de l'avortement, ce qui choque par son ton radical. Les enfants jubilent malgré le sujet. Pendant ce temps, Lisa interroge un doubleur en démonstration qui semble plagier plusieurs voix célèbres. Le professeur Frink, ainsi que le vendeur de BD, critiquent à leur tour le manque d'originalité du doubleur. Ensuite, la famille découvre un vieux court-métrage d'Itchy et Scratchy en noir et blanc, où Scratchy finit mangé par un requin et les personnages promeuvent une marque de cigarette. Homer est scandalisé par le message du dessin animé. Un peu plus loin, un intervenant propose une démonstration de capture de mouvement. Homer se porte volontaire sans qu'on lui demande. Grâce à une combinaison spéciale, tous ces mouvements sont reproduits à l'écran par un chien en 3D. Il amuse le public en dansant et en imitant des personnages célèbres. Il termine son show en lançant un message ironique. « Castrez pas vos animaux ». La foule rit et applaudit. Même lorsqu'il va aux toilettes, le chien à l'écran mime ses gestes de façon comique, provoquant un malaise chez sa famille. De retour à la centrale nucléaire, Homer, encore euphorique, partage avec Lenny et Carl ses idées sur les possibilités de la technologie de capture de mouvement. Il leur explique qu'un kangourou reproduisant ses gestes ferait un malheur à l'écran. Il est convaincu que cette technologie peut rapporter gros et décide de se lancer dans l'investissement. Homer se rend à la banque pour retirer toutes ses économies afin d'investir en bourse dans la société Animotion, spécialisée dans l'animation. Pour contourner la nécessité d'avoir la signature de Marge, il mime maladroitement une conversation entre lui, Marge et un enfant imaginaire, caché derrière une plante. Le guichetier, peu convaincu, finit par lui donner l'argent. Il va ensuite chez un courtier en valeurs mobilières pour acheter 500 actions d'Animotion. Quand l'agent lui demande s'il comprend les risques, Homer répond positivement tout en s'imaginant un gorille chantant « We need the money ». Convaincu, le courtier exécute l'ordre. À son poste de travail, Homer téléphone à un service pour connaître la valeur actuelle de ses actions. Il apprend que ses actions ont gagné 1,5 point, ce qui le réjouit. Mais sa joie retombe quand il comprend que Yahoo a gagné bien plus, et que la Fox, chaîne qui diffuse les Simpsons, a perdu beaucoup. Le soir venu, Homer annonce à Marge qu'ils vont enfin pouvoir sortir de leurs problèmes financiers. Mais lors d'un journal télévisé présenté par Kent Brockman, il découvre en direct que la société Animotion s'est effondrée à la bourse, ayant perdu 75 points. Elle a même dû déposer le bilan, laissant Homer comme son seul actionnaire. Convoquant un conseil de famille, Homer annonce qu'il a perdu toutes leurs économies à la bourse. Il tente de détourner l'attention sur Lisa en l'accusant de consommer trop de sirop d'érable, ce qui déclenche une dispute autour des crêpes de Marge. Puis il admet qu'il ne leur reste qu'une clochette achetée en ligne, qui se casse immédiatement. La nuit, Homer propose à Marge une solution farfelue, qu'elle devienne mère porteuse pour un couple riche. Marge, outrée, rejette catégoriquement cette idée. Plus tard, à la taverne de Moe, Barney explique qu'il gagne de l'argent en servant de cobaye humain pour des expériences. Il avoue mâcher des objets jusqu'à ce qu'il reçoive des chocs électriques. Il montre même qu'il a développé 5 oreilles sur le ventre à cause des tests, ce qui suscite la curiosité de Moe. Homer, intrigué mais hésitant, semble réfléchir.
Homer se rend ensuite dans un centre de recherche où il est soumis à diverses expériences. Un parfum qui brûle, une pilule coupe-faim qui le rend aveugle et un test où un rat le devance toujours pour appuyer sur un bouton. Les scientifiques, en étudiant une radio de sa tête, découvrent un objet étrange, un crayon de couleur planté dans son cerveau. Le docteur Hibbert admet qu'il ne l'avait jamais vu à cause de la façon dont il tient les radios, son pouce masquant cette zone. Homer se souvient avoir inséré des crayons dans son nez étant enfant, ce qui pourrait expliquer l'origine du problème. Les scientifiques lui proposent de retirer le crayon, ce qui pourrait augmenter significativement son intelligence, ou le tuer. Homer accepte. De retour à la maison, Homer annonce à Marge qu'il a subi une intervention pour augmenter son QI de 50 points. Il démontre aussitôt ses nouvelles capacités intellectuelles, impressionnant Lisa, Bart et Marge avec des faits sur la Bolivie et Beethoven. Il ne dit plus bibliothèque mais bibliothèque, ce qui ravit Lisa qui accepte de l'accompagner le lendemain. À la bibliothèque, Lisa et Homer lisent ensemble. Il évoque les livres qu'il a lus, du Petit Prince à Platon, et partage ses émotions. Lisa est émue et affirme que les livres rapprochent les gens. Même Clétus, le bouseux du coin, semble s'intéresser à la littérature, bien qu'il utilise un livre pour tenter de casser une carapace de tortue. À la maison, Homer écoute de la musique classique tout en résolvant plusieurs Rubik's Cube avec aisance. Ensuite, il tente de convaincre Ned Flanders de ne pas aller à la messe, affirmant qu'il a prouvé mathématiquement que Dieu n'existe pas. Flanders, sceptique, lit le raisonnement de Homer et le détruit immédiatement. Homer avait cependant anticipé et placé des copies de sa démonstration sur les pare-brises des voitures du quartier. Lors d'une conférence scolaire sur les dangers de se mettre des objets dans le nez, Homer intervient. Il encourage les enfants à se servir de leur tête, prônant la créativité et l'intelligence. Mais Skinner annonce que les activités artistiques sont supprimées pour cause de restrictions budgétaires, et un bulldozer transforme aussitôt la salle en supermarché. À la centrale nucléaire, Homer dépose une lettre destinée à la commission de sécurité, contournant la hiérarchie. Lenny et Carl le soutiennent, saluant son courage. Mais peu après, M. Burns annonce que cette dénonciation entraînera la fermeture temporaire de la centrale et le licenciement de tout le personnel. Les employés, furieux, se retournent contre Homer. Dans la taverne de Moe, Homer découvre que ses anciens amis brûlent une effigie à son image. Moe, Lenny et Carl lui reprochent leur licenciement, tandis que Moe le frappe avec une planche. Plus tard, Homer se confie à Lisa, déprimée d'avoir perdu ses amis. Lisa lui montre un graphique expliquant que plus l'intelligence augmente, moins le bonheur est grand. Elle avoue qu'elle s'en sort grâce au tai chi, au thé chinois ou à la marche. Homer décide alors de faire une marche, mais en voiture, et s'arrête dans un cinéma. Il tente de rire à une comédie mais n'y parvient pas. Il critique le film, prédisant la fin, ce qui scandalise les spectateurs. Il est éjecté par le personnel de sécurité. Découragé, Homer retourne au centre de recherche pour demander à redevenir un imbécile heureux. La scientifique lui propose de s'adresser à un chirurgien clandestin, Moe Szyslak. Chez Moe, Homer lui remet un crayon et lui demande de le lui réinsérer dans le cerveau. Moe s'exécute, à sa manière brutale, avec un marteau et une tige. Homer retrouve aussitôt son attitude stupide et ses réflexes de benet. Lisa, inquiète, réalise qu'un de ses crayons a disparu et comprend ce qu'a fait son père. En rentrant chez lui par la fenêtre en brisant une vitre, Homer confirme ses soupçons. Lisa trouve une lettre qu'il avait écrite avant l'opération, où il avoue qu'elle est une petite fille remarquable. Émue, elle l'enlace. Homer la serre dans ses bras tout en mangeant un sandwich. La dernière invention d'Homer. L'épisode commence quand les présentateurs de la radio KBBL, Bill et Marty, enchaînent les blagues douteuses et les jingles ridicules, mais soudain, tout bascule pour lui lorsque Marty annonce à l'antenne une statistique sur l'espérance de vie des Américains. 76,2 ans. Ce chiffre choque Homer, qui réalise brutalement qu'ayant 38,1 ans, il a déjà vécu la moitié de sa vie. Terrifié et déprimé par cette prise de conscience, il freine brusquement au milieu de l'autoroute, sort de sa voiture et appelle Marge depuis une cabine téléphonique pour lui confier sa crise existentielle. Il est si absorbé qu'il confond une opératrice avec sa femme. L'opératrice lui demande s'il a besoin d'une dépanneuse. Homer est d'abord confus, mais sa voiture se fait percuter devant lui et il accepte la dépanneuse. De retour à la maison, Homer est effondré. Allongé sur le lit, il mange de la farine à la cuillère, ce qui inquiète Marge, qui tente de le réconforter avec du sucre en poudre. Homer est inconsolable. Il se sent déjà à mi-chemin de la tombe et n'a, selon lui, rien accompli. Il imagine ses propres funérailles dans un avenir lointain et froid, avec un camouflet posthume infligé par le révérend Ned Flanders, qui déclare qu'Homer n'était même pas un homme médiocre. Dans ce rêve, même les oiseaux qui assistent à l'enterrement le méprisent. Homer supplie alors Marge de ne jamais voter pour Lenny, qui est devenu président dans sa vision. Malgré les tentatives de Marge pour souligner les choses positives qu'il a faites, notamment l'amour qu'il lui a donné, Homer reste accablé par son sentiment d'échec.
Il résume ses souvenirs de vie à 3 moments anodins. Faire la queue pour un film, faire une clé et être assis à côté de Marge, ce qui ne fait que renforcer sa crise existentielle. Quand Marge lui rappelle qu'il a en réalité 39 ans, son désespoir s'intensifie encore plus. Plus tard, lorsqu'il rentre du travail torse nu, Lisa essaie de lui remonter le moral en lui offrant son t-shirt préféré. Homer est accueilli dans le séjour par une fête surprise organisée par Marge, Bart, Lisa et Abraham pour célébrer l'homme qui a réussi sa vie. Ils ont décoré le salon, affiché une grande banderole à son effigie et Lisa lance un projecteur pour montrer un film retraçant les moments marquants de sa vie. Homer n'est pas convaincu par les images de ses exploits, comme son voyage dans l'espace ou son match de boxe contre Dredrick Tatum, qu'il juge insignifiant ou traumatisant. La vidéo inclut également un message de la voiture Kit de la série K2000, censé redonner le sourire à Homer. Malheureusement, le film brûle juste avant la fin du message. En colère, Homer s'en prend au projecteur, puis à Bart, avant que Lisa n'explique que c'est Thomas Edison qui a inventé le projecteur, tout comme l'ampoule, le phonographe et la voiture électrique. Homer, incrédule, la traite de menteuse, puis se laisse convaincre quand elle affirme avoir lu ça sur un set de table dans un restaurant. La curiosité d'Homer pour Thomas Edison est alors piquée. À la bibliothèque de l'école, il lit une biographie d'Edison et est fasciné par l'inventeur. Il montre même à Bart un portrait d'Edison en carton avec des jambes articulées. Au bar de mots, alors que Lenny tente de raconter une anecdote salace, Homer monopolise la conversation avec une longue litanie sur Edison, ennuyeuse et fastidieuse, au point que même Lenny en oublie sa propre histoire. Excédé, Moe interrompt Homer, et Homer accuse les autres d'être rasoirs et de ne pas apprécier Edison à sa juste valeur. De retour dans sa chambre, Homer parle encore de Thomas Edison, au point d'irriter Marge qui finit par lui lancer qu'il n'est pas Edison. Ce commentaire provoque un déclic chez lui. Il décide de devenir un inventeur, comme Edison. Il retire son pyjama et se lance dans son nouveau destin. Il annonce ensuite à Marge, hilar, qu'il a quitté son travail à la centrale, convaincu qu'elle le lui avait conseillé, ce qu'elle dément formellement. Dans la cave, Homer aménage un véritable laboratoire, accroche un poster d'Edison et une ligne du temps où il place ses propres dessins d'invention. Marge, venue lui parler, découvre qu'Homer n'a encore rien noté. Elle lui suggère une idée électrique, mais Homer la remballe, clamant qu'il est le seul créatif du foyer. Il essaie diverses méthodes pour stimuler son imagination. Positions absurdes, inspiration forcée, brainstorming avec Bart et Lisa. Frustré, Homer finit par les punir et reste seul avec son bloc-notes vide. Ne trouvant pas l'inspiration seul, il rend visite au professeur Frink pour obtenir des conseils. Celui-ci lui suggère de réfléchir à ce que les gens ont besoin, mais qui n'existe pas encore, ou de détourner une invention déjà existante pour un autre usage. Homer propose alors des idées absurdes, comme une couverture chauffante à piles ou des hamburgers écouteurs, avant de traiter Frink d'andouille et de partir. De retour dans la cave, Homer se met sérieusement au travail. Il trace des équations, cloue, scie, soude, jusqu'à provoquer plusieurs explosions. Il découvre que ces erreurs proviennent de l'usage inapproprié de dynamite, qu'il raye alors de ses notes. Une semaine plus tard, il présente à sa famille ses grandes inventions. Un marteau électrique incontrôlable, une alarme qui hurle tout le temps sauf quand il y a un danger, un fusil à maquillage et enfin un fauteuil toilette. Les réactions de Marge et Lisa sont catastrophées, et même si Bart se montre enthousiaste, Marge dit franchement à Homer que ses inventions sont horribles. Abattu, Homer déclare qu'il est aussi nul en étant Thomas Edison qu'en étant lui-même. Le lendemain, durant le repas, Homer se balance sur sa chaise et manque de tomber, mais la chaise, modifiée par ses soins, le retient. Il révèle avoir ajouté 2 pieds supplémentaires montés sur charnière pour éviter justement de tomber. Cette trouvaille ingénieuse surprend toute la famille, qui l'encourage à commercialiser l'idée. Homer, fou de joie, retourne dans la cave, avance sa figurine sur la ligne du temps et remercie Edison de l'avoir inspiré. Mais soudain, il se rend compte que sur le poster d'Edison, ce dernier est assis sur une chaise avec déjà 2 pieds supplémentaires identiques à son invention. Homer panique et pense avoir seulement recopié inconsciemment ce qu'il avait vu. Bart suggère que si l'invention d'Edison n'est pas sur la ligne du temps, c'est peut-être qu'elle n'a jamais été publiée. Homer décide alors d'aller au musée Edison pour détruire cette chaise et effacer sa trace, afin de revendiquer l'invention pour lui-même. Bart l'accompagne. Ils partent de Springfield dans la voiture familiale. En route, Homer évoque le fils d'Edison, un raté sympathique. Puis, Homer s'endort au volant et a une vision de Thomas Edison qui l'implore de ne pas détruire la chaise. Homer, en colère, tente de l'écraser, mais Edison disparaît derrière un buisson. Arrivé au musée, il se mêle discrètement à un groupe de visiteurs. Le guide fait des blagues et montre les inventions d'Edison, notamment une salle censée contenir son cerveau. Homer et Bart profitent de la distraction générale pour s'introduire discrètement dans l'exposition principale. Homer pousse le mannequin d'Edison de sa chaise et s'apprête à la fracasser avec son marteau électrique. Mais il remarque une ligne du temps comparant Edison et Léonard de Vinci, qui avait inventé bien plus de choses. Touché par cette révélation, Homer se rend compte qu'il a partagé avec Edison les mêmes frustrations et que ce n'est pas un rival, mais un frère d'âme. Il renonce alors à détruire
détruire la chaise, la remet en place et part avec Bart, non sans promettre de se venger sur Benjamin Franklin à leur retour. De retour chez les Simpsons, la famille regarde les infos à la télé. Ken Brockman annonce que 2 nouvelles inventions d'Edison ont été découvertes, le marteau électrique et la chaise à 6 pieds. Homer, d'abord flatté, est ensuite scandalisé de voir ses idées attribuées à Edison et exploitées commercialement. Les héritiers d'Edison fêtent leur nouveau pactole. Marge tente de le réconforter, mais Homer, assis dans son fauteuil toilette, dissimule à peine sa rage contenue. Et si vous voulez voir un autre épisode, vous pouvez cliquer juste ici.